compliqué. Alors, vous prenez la Bible, vous avez le seul 666 qui est présent, c'est un système financier qui est décrit et c'est le roi Salomon. C'est le seul passage de la Bible où vous avez un système financier, des entrées, sorties, d'impôts, de taxes, etc., qui est décrit avec la reine de Saba. Et c'est 666 talents d'or. C'est pas compliqué. Mais Jean n'avait pas d'autre vocabulaire, il n'avait pas d'autres références à nous. Son vocabulaire était très limité par les connaissances de son époque. Mais il a bien dit que vous ne pouvez ni vendre, ni acheter si vous n'êtes pas marqué par le nombre de la bête qui est 666. Okay, 666 dans l'Ancien Testament, c'est la description d'un système financier. Okay, donc si vous n'êtes pas marqué par un système financier, vous ne pouvez pas acheter ni vendre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Si vous n'êtes pas marqué, vous n'avez pas un compte en banque, vous ne pouvez pas ni acheter ni vendre. Un restaurant ne peut pas acheter ni vendre s'il n'accepte pas la visa ou le chèque. Vous êtes obligé d'avoir un restaurant d'il y a 50 ans, ou même d'il y a 30 ans, vous ouvrez un restaurant, les gens vous payent en liquide, et basta. Vous n'avez pas besoin d'accepter les chèques, vous n'avez pas besoin de dépendre d'une banque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est seulement maintenant que vous êtes marqué, que les gens sont marqués par un système financier. Oui, mais avant vous étiez payé en liquide. Votre patron, il vous donnait vos billets. Moi, je m'en souviens très bien. Je veux dire, quand je travaillais en été, je veux dire, on me donnait une enveloppe, il y avait des jolis billets dedans. C'était pas compliqué. Les chèques, ça date seulement de 76, hein. N'oubliez pas. 76 et l'administration fiscale trop contente, évidemment, hein, parce que ça permettait de contrôler le revenu des gens, encore mieux qu'auparavant. Donc ils ont dit, maintenant, ça nous permet de contrôler le revenu des gens, ils ne peuvent plus tricher, donc on oblige tout le monde à être payé en chèque. Bon. Vous voyez ? On voit que c'est en train de devenir le nouvel Eldorado parce qu'il y a tous les milliardaires grecs qui sont en train de transformer leur euro en francs suisses et en train de tous partir dans les banques suisses. Donc on sent que vraiment la Grèce va s'effondrer et puis c'est la Suisse qui va devenir le nouveau centre mondial de la finance. Bon, la Suisse a toujours été le centre mondial de la finance. Même pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse a été la plaque tournante de tous les règlements pour tout ce qui était achat d'armes, etc. Donc c'est pas nouveau. Je veux dire, je me souviens d'un livre de Ziegler, je crois, qui avait sorti dans les années 70, qui s'appelait Un Suisse au-dessus de tout soupçon. C'était très intéressant parce qu'il montrait bien la compromission du peuple suisse avec leurs banques et leurs multinationales, dont Nestlé, etc. Mais bon, c'est pas nouveau. Je veux dire, la Suisse a toujours été le refuge de l'argent, qu'il soit propre ou sale d'ailleurs. Voilà. On a même un astérix chez les Helvètes. Hein. On sait ce que ça donne. Donc oui, effectivement, les Grecs aujourd'hui. Je crois qu'à peu près 30% de liquidités grecques sont parties en Suisse ou dans d'autres pays, mais surtout en Grèce. Donc c'est inévitable, ils vont sortir de l'euro, vous pensez ? Sincèrement, le système de l'euro aujourd'hui, enfin du moins, expliquez-moi comment un pays qui doit payer 30%, bon, on ne va pas chipoter, 29,30% hein, sur des bons du Trésor, peut rembourser sa dette. Vous pouvez m'expliquer ? 30% de taux d'intérêt. Forcément que le système est mouru. D'ailleurs, les banquiers français le savent bien, puisqu'ils ont déjà commencé à se débarrasser de leur bon du Trésor à 5 ans pour le transformer à 30 ans. Hein. Et surtout pour éviter de payer en leur crédit défaut swap. Quoi. C'est surtout ça leur problème. C'est surtout les crédits dérivés inventé par notre ami Blythe là, qui leur pose un problème, parce que là c'est vraiment vous savez, c'est un peu comme ces bombes qui s'ouvrent et qui larguent d'autres bombes, vous voyez, genre de poupées russes quoi, des bombes à fragmentation, je sais pas comment ça s'appelle, c'est vraiment ça quoi, c'est des bombes à fragmentation financière. Quand George Soros a dit qu'elle a inventé les armes financières de destruction massive, il avait tout à fait raison, et j'ajouterais même à fragmentation. C'est vraiment ça. Et avec la Grèce, ça peut dégénérer, mais vraiment très très vite. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui disent que votre revue de presse est une vitrine pour vendre vos livres ? J'aurais déjà aimé que les critiques ma revue de presse. Déjà.
Ensuite, j'aimerais rappeler à ces aigrefins que d'abord c'est le blog enfin à la base, hein, c'est le blog des livres de Pierre Jovanovic. Je suis désolé de parler de moi à la troisième personne, mais c'était mon blog. Donc j'ai commencé ma revue de presse sur mon blog et je suis navré que ça leur plaise pas, et donc si ça leur plaît pas, ils ont qu'à aller ailleurs. Voilà, parce que ça a toujours été, d'ailleurs le site s'appelle jovanovic.com, hein, donc c'est en relation avec mes livres, c'est pas compliqué. Je vois même pas comment on peut oser poser ce genre de questions stupides. Parce que vous voulez de votre site. Bah voilà. C'est une vitrine pour rendre. Bah oui, mes livres ont toujours été là. Ils étaient là avant que je commence la revue de presse. Donc en quoi ça les dérange, hein, que je parle de mes livres, etc. Ils ont qu'à faire leur propre blog. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement, l'art de la critique est tellement aisé, comme ils trouvent. Mais ça, c'est de la jalousie pure et simple, quoi. Mais alors, je reçois 2-3 mails comme ça par an en me disant oui, vous profitez pour faire la gueule. Mais je sais pas. Est-ce que vous allez dire à France 2 ou à FR3 en disant que sur leur site ils font la promotion de leur programme tous les jours? Ça les dérange pas. Ça les dérange pas manifestement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment de la jalousie, puis c'est du petit esprit, quoi. Donc voilà ce que je réponds à ces critiques-là. Ils peuvent aller sur d'autres sites, hein, qu'ils aillent chez, je sais pas, chez Walt Disney. Vous montrez. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à vos lecteurs? Il y en a beaucoup, ils ne comprennent pas que l'or et l'argent, c'est très important d'acheter des pièces et qu'il faut absolument avoir son fond de pièces, quoi. Vous savez, c'est Mick Jagger un jour qui a dit à un journaliste, si j'ai un message à faire passer, je veux la poste. C'était assez drôle. J'ai pas de message à faire passer. Tout ce que j'essaie de faire, c'est d'informer les Français. J'essaie de leur donner toutes les informations les plus pertinentes pour qu'ils soient amenés à prendre les bonnes décisions. Je refuse de dire faites ceci, faites cela. Bien sûr que quand vous lisez le blog, ce qui apparaît clairement, c'est que la seule solution pour sauver vos meubles, c'est d'acheter des pièces d'or et d'argent. Bon, ça, évidemment. Mais il y a des gens qui m'écrivent en disant ah oui, mais pourquoi est-ce que je viens? J'ai pas le temps bien sûr que la seule façon pour les gens qui ont un peu d'avoir ou qui ont des avoirs, c'est de sauver leurs meubles. Effectivement, c'est de tout mettre dans les métaux. En l'occurrence, or, argent, parce que pendant la crise de 1929, 30, 31, 32, etc., c'est ce qui a permis, tous ceux qui ont fait ça ont sauvé leur meuble. Tous ceux qui n'ont pas fait sont morts. Voilà, ils ont été ruinés. Tous ceux qui ont remis dans la bourse, en se disant ça va repartir, etc., je vais me refaire, blabla, ils ont absolument tout, mais absolument tout perdu. Voilà. Donc là aussi, l'histoire se répète, et à nouveau, je redis ça. Bretton Woods, pourquoi ils sont revenus? Pourquoi ils ont refusé de revenir à l'or, hein, comme standard global, le bataillon? Parce que s'ils avaient fait l'échange complet, la France serait devenue le pays le plus important en termes de quantité d'or en possession des habitants. Parce que tout le monde savait que les Français avaient enterré leur or. C'est quelque chose de très très important. Au point que donc ils ont préféré donner au dollar et que seuls les gouvernements pouvaient s'échanger de l'or. Mais on a très vite vu que les Américains n'avaient plus d'or et que lorsqu'ils étaient en panne d'or, eh bien, ils ont fermé la fenêtre en 1971. Hein, c'était le 15 août, hein, c'était la fête de la Sainte Vierge. On retrouve comme ça des petits clins d'œil de l'histoire, c'est amusant. C'est le 15 août, le jour de la Sainte Vierge, que Nixon est apparu à la télé et dit voilà, je ferme la fenêtre or. Et tous ceux qui pensent qu'on va transformer leurs centaines de milliers de dollars en lingots d'or, eh bien, ils peuvent se brosser. Hein. Et je vous dis ça parce qu'en 1967, si vous alliez dans une banque suisse, vous preniez, je dis vous preniez 4000 dollars dans une enveloppe, vous alliez dans une banque suisse et vous leur disiez voilà, 4000 dollars, donnez-moi des pièces d'or, ils vous donnaient les pièces d'or.
'Cause I believe fleeting the fears and craze are melting the hollow of my mind. Does I believe lifeless, asleep, are still alive and well in broad daylight? Does I believe fleeting the fears and craze are melting the hollow of my mind? Does I believe lifeless, asleep, are still alive and well in broad daylight? Recall the oldies, the renouncement, the missings, the forgotten, the treasures. Recall the outstandings, the reminiscences, long gone surfacing, rising from nowhere. Imposing, unavoidable.